Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit la grosse erreur que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commise durant son premier mandat, c'est sa communication. La communication politique, nous sommes dans le marketing politique, c'est vendre votre image, c'est vendre vos actions. Mais la manière dont le président de la République a parlé hier, c'est comme s'il n'a encore rien fait dans ce pays. Il dit qu'il ne faut pas les juger maintenant. Non. C'est comme si le chef de l'État n'a rien fait. Donc, la réponse qu'il a donnée, c'est comme s'il venait de commencer et qu'il n'a rien fait dans ce pays. On dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Je crois que c'est là où j'en appelle à la conscience du président de la République. Et même quand il parle de... Il a encore confiance aux Américains. Les Américains ne nous apporteront rien. Cette guerre a été créée. C'est ce que je dis. Pour lui, l'enfer, c'est les autres. Et là où j'en appelle à sa responsabilité. Parce que la guerre est décidée, c'est depuis 1980 que les Américains ont décidé de balkaniser la RDC. Bien avant Kabila. Je crois qu'il y a un problème de distraction au sein de l'UDPS qui ne comprennent pas les enjeux. Entretenus par qui? Par les leaders qui se battent pour les postes. Parce qu'ils ne savent pas que ça peut être un jeu de leurs adversaires, les diviser pendant cette période ici, et eux sont dans la distraction, mais les autres s'organisent. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Le plaisir est pour nous, chers internautes, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité que vous ne cessez de renouveler à ce programme que Politicon RDC, la force du détail. Ici, on parle du Congo, ici, on défend les idéaux. Et voilà, c'est l'exercice auquel nous nous livrons depuis un certain temps avec justement votre soutien, car vous êtes des milliers à nous regarder à travers le monde, à travers les 26 provinces. Et vous nous soutenez, vous abonnez. Nous vous en remercions énormément. L'actu est abondante à République du Congo et on va encore revenir sur l'actualité des 24 dernières heures avec un invité. J'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau un journaliste. Il est directeur du magazine Impact News, un magazine qui a fait la pluie et le beau temps, qui continue aussi à servir les Congolais à travers une plume intelligente, Joël Kadendanga. Merci d'être venu. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un plaisir, un privilège de passer pour la toute première fois sur Politicon, depuis que nous avons connu de problèmes avec non à la balkanisation. J'avais témoigné toutes mes compassions au cher confrère Jean-Pierre Kaembe. Et c'est un honneur que vous m'ayez également invité et je vous en remercie. D'abord, comment la santé? Vous vous portez très bien? Ou encore vous êtes convalescent comme le chef de l'État? Bon, écoutez, nos corps là, même vous et n'importe qui, si aujourd'hui on se présente, c'est parce que Congolais, Africains, nous ne sommes pas habitués à faire checker notre état de santé. Si aujourd'hui là on fait un check-up, on va réaliser que vous avez des maladies. Ça doit être une routine. Je vais vous surprendre. Quand je suis parti la dernière fois en Belgique, j'ai mon médecin, il m'a consulté en dehors des yeux, il a fait un check-up général. Mais je vous surprends qu'il m'a regardé 3 fois, il me dit, vous êtes debout? Moi, j'ai dit oui. Vous marchez? Oui. Vous mangez bien? Oui. Mais j'ai dit non, en tout cas, je dois vous hospitaliser. J'ai dit non, mais moi, je ne suis pas malade. Donc, je regrette que les gens pensent que le président de la République ne peut pas tomber malade. Et c'est cynique. Vous m'avez entendu quand je suis entré ici, il y avait une discussion sur TikTok en direct.
où quelqu'un souhaite que le chef de l'État meure. Mais écoutez... Ah, c'est l'inhumanité, ça. Mais c'est cynique. C'est une mentalité animalière. C'est cynique. C'est là où je dis, vous savez, un chef de l'État, un chef ne meurt jamais seul. Même dans nos villages. C'est la coutume, surtout chez les Africains. Un chef ne meurt jamais seul. Quand M. Laurent Désiré Kabila est mort, avec combien de Libanais est-il parti? Combien d'autres Congolais ont été tués? Et même après, combien de gens sont morts à cause de la mort de M. Laurent Désiré Kabila? Est-ce que savez-vous que tous ceux qui ont été dans la composition de la cour militaire là, est-ce que vous savez que tous sont morts aujourd'hui? Et même ceux qui étaient les magistrats. Le tout dernier, c'est Alamba. Il est mort presque à ma présence, à la prison. Je suis allé. Donc, ne pensez pas que quand le président de la République va mourir, il va partir seul. Peut-être vous qui souhaitez qu'il parte, il va partir avec vous. Donc, il faut représenter les conséquences de la mort d'un chef de l'État. Papa, il faut s'imaginer les conséquences, mon ami. Si un chef de l'État meurt à l'instant ici, Tshisekedi meurt, vous et moi, là, nous n'allons pas rentrer à la maison. On ne le souhaite pas ça. On le souhaite prompt au rétablissement. Non, vous comprenez. Il doit prendre son temps de repos. On ne va pas rentrer à la maison. Alors, c'est cynique, c'est inhumain de souhaiter que le président de la République meure. C'est un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Son corps, Dieu, dans un corps, il a eu faim, il a eu soif, il a même pleuré. À combien plus forte raison, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'enfant de Maman Marthe, et l'enfant de quoi? Donc, c'était pour répondre à votre question sur mon état de santé. Je vais bien. Mais certains pensent que l'état de santé est lié aussi à notre état d'esprit. Tout à fait également, parce que il y a une anecdote qu'on raconte, et c'est un enfant qui dit, vous savez, nos parents qui nous ont élevés étaient malades, mais vous ne pouviez pas le savoir, parce qu'ils ne nous donnaient pas l'occasion de découvrir qu'ils sont malades. Et je le vis aujourd'hui dans mon propre corps. Même quand ça ne va pas. Je suis en chambre, votre papa est en chambre, les enfants ne le savent pas parce que vous allez démoraliser. C'est vous le chef de famille. Et une fois que vous vous montrez malade, vous démoralisez toute la famille, vous démoralisez votre épouse parce que vous maintenez, vous tenez l'équilibre de la famille. Il faudrait à un moment donné se dépasser. Mais ici, peut-être là où je ne suis pas d'accord, c'est la communication du président de la République. C'est peut-être à ce niveau-là. Ça vous dérange? Ça dérange énormément. Communiquer de cette façon? Non, ça dérange énormément parce que, chers confrères, d'abord, leur premier communiqué, ils ont paniqué parce qu'il y a eu un confrère qui a dit « Ces caméras ont découvert Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Bruxelles, il est gravement malade. » Ils paniquent. En communication, on ne panique pas. On anticipe. Et la moindre des choses qu'ils pouvaient faire, c'est un simple communiqué, une phrase, le chef de l'État, parce que nous savons tous qu'il a l'hernie discale, dont il a été traité, je crois, l'année passée ou l'année antérieure. Mais là, on nous bombarde avec un long communiqué, on nous bombarde avec plein de détails. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit la grosse erreur que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commise durant son premier mandat, c'est sa communication. Est-ce qu'il est entouré d'une équipe d'amateurs ou de communicateurs peut-être qui ne savent pas lire les enjeux? Mais vous savez, les gens qui ont fait l'information, ils ne font pas de la communication. Moi, j'ai communiqué aujourd'hui. Si le chef de l'État sort de sa bouche la première fierté, c'est la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Qui a construit cet élément-là? C'est moi, avec le professeur Tony Mabakazadi. Mais au niveau de la présidente de la République, combien de fois ai-je appelé son porte-parole? D'abord avec le feu, Kassongo Mayamba, paix à son âme, Madame Salamatina, et même le directeur Eric Nindou, pour leur dire, enlever de la bouche du président de la République la gratuité de l'enseignement de base. Parce que la gratuité de l'enseignement de base avait été dictée ainsi par Kabila pour torpiller, pour faire gripper la machine de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Et donc, vous sentez qu'on ne panique pas, mais ils ont paniqué. En paniquant, ils pondent un communiqué long. Et quand vous les regardez tous, ce sont des journalistes qui ne sont pas experts en communication. Voilà toutes les bourdes. Est-ce que c'est cet état de choses qui a amené enfin le chef de l'État à accorder une interview à nos confrères de Top Congo, une interview dont vous n'appréciez pas le contenu visiblement? Non seulement que je n'apprécie pas le contenu, mais ce n'était pas opportun que le chef parle.
Oui, je sais que dans son entourage, on lui a dit comme les gens pensent que vous êtes déjà mort, c'est pourquoi on prépare votre frère Roger pour être président du Sénat, pour qu'en cas de problème, qu'il puisse assumer l'intérim. Donc, comme on a raconté tout ça, il fallait qu'il sorte. Mais ce n'était pas opportun. Et même s'il en était question, le chef pouvait tout simplement poser. Parce qu'une image, c'est une communication. Le chef pouvait tout simplement se rendre, comme il s'est rendu au niveau de l'ambassade, saluer juste l'ambassadeur et faire peut-être passer les corps diplomatiques que nous avons. Et laisser un petit mot, simplement. Simplement, si nécessaire. Il n'y avait pas besoin de donner toutes les réponses qu'il a données. Et puis, vous sentez que dans cette communication du chef de l'État, c'est quelque chose de non préparé. Est-ce qu'on lui a mis les mots? Non, en tout cas, soit il sabote ses conseillers en communication, soit ses conseillers en communication n'en ont aucune expertise. Ça, je le dis. Soit ils les sabotent, ils ne tiennent pas compte de leurs conseils, soit la deuxième hypothèse, soit ils ne connaissent rien. Parce qu'une communication comme celle-là, je suis votre conseiller en communication, on prépare même les questions. Parce que le chef communique, ce n'est pas qu'il répond aux questions des gens. Le chef communique. Avoir l'art oratoire et savoir communiquer, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le chef vend son image. La communication politique, nous sommes dans le marketing politique, c'est vendre votre image, c'est vendre vos actions. Mais la manière dont le président de la République a parlé hier, c'est comme s'il n'a encore rien fait dans ce pays. Il dit qu'il ne faut pas les juger maintenant. Non. C'est comme si le chef de l'État n'a rien fait. Donc, la réponse qu'il a donnée, c'est comme s'il venait de commencer et qu'il n'a rien fait dans ce pays. Or, il y a la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire, la gratuité de l'enseignement qui est consolidée et pérennisée. Vous avez les routes qui ont été construites. Allez au camp Tchatchi aujourd'hui. Parlez du mal de Tshisekedi en face de ces militaires-là. Ils peuvent, allez-y voir l'hôpital du camp Tchatchi. Allez-y voir le mess des officiers. Et qui m'appelle pour ça? C'est un journaliste non proche du pouvoir. Pour ne pas le citer, Chinois Belechi. Il m'appelle à 21h. Un appel vidéo, il me montre, mais comme il m'identifie au pouvoir là, vous voyez, vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez non, non, vous sentez... Donc il y a des actions sur lesquelles on peut communiquer efficacement. Non, mais le chef et vendre l'image de nos institutions. Et même le chef devrait d'abord présenter ce qu'il a fait. Depuis qu'il est là jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a entrepris pour la guerre, pour mettre fin à cette guerre. Tous les moyens déployés, tous les efforts fournis, il devrait les faire. Il ne pouvait pas demander à la population de patienter. Parce qu'il a déjà fait des choses qui résolvent les conditions de Congolais. Aujourd'hui, vous avez par exemple, en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap ou autres personnes vulnérables. Aujourd'hui, il y a une loi. Il n'y avait pas dans ce pays ici, depuis que le Congo est Congo, il n'y avait pas une politique... Est-ce que ces actions sont à compter au bout de doigts d'une seule main? C'est ce qui pousse peut-être certains à ne pas encore en parler. Cher ami, vous êtes journaliste et vous avez l'expertise en communication. Ce qui n'est pas su n'est pas fait. C'est ça le principe de la communication. Ce qui n'est pas su n'est pas fait. Tel que vous êtes là, je ne sais pas que vous êtes marié. Mais c'est quand vous allez me le faire savoir que je saurai vous êtes marié ou pas. Donc, ce qui n'est pas su n'est pas fait. Et c'est pourquoi on s'embourbe par une communication où on met dans la bouche où celui qui a prononcé des propos qui frisent l'injure. Non. Non, cher ami. La manière dont il a traité Katumbi là, je crois... un borderline, quelque chose de ce genre. Ça frise l'injure. Et ça ne peut pas sortir de la bouche du chef. J'étais en train de lire un ouvrage où un chef ne peut pas dire ça. Il devrait avoir un peu d'élégance dans ce mot. Un peu d'élégance, ce sont ses partenaires. Il y a un certain moment, Katumbi était son partenaire. Non, ils sont alliés, ils resteront alliés là peut-être comme partenaire. Il restera dans l'opposition, il est dans le pouvoir. Katumbi restera son frère, lui restera frère à Katumbi. Donc il n'y a pas d'inimitié. Ce sont des convictions politiques. Il a apprécié de la même manière qu'il a été élégant pour apprécier Muzito et Mukwege. Je crois que même s'il fallait qu'il parle de Moïse Katumbi, il y avait quand même un vocabulaire. Est-ce qu'il était censé de tout dire et haut? C'est ce que je dis. Cette communication a été non seulement inappropriée, mais inopportune. Et ce qui a été dit... Bon, peut-être que ça nous réconforte que le président de la République est en bonne santé. Il nous est revenu, selon ce que j'ai appris, il est revenu sur la ville, mais ce n'était pas opportun, ce n'était pas
approprié. Le temps n'était pas indiqué pour que le président se prononce. Si le chef de l'État n'échange pas son équipe de communication, nous allons atteindre 2029, les gens parlent de 2028, son mandat termine en 2029, nous allons atteindre 2029 et la conséquence, ça sera quoi? Tshisekedi n'a rien fait. Et c'est ce qu'on dira. Parce que comme maintenant, il se comporte comme s'il n'a rien fait, alors qu'il a réalisé beaucoup de choses pour ce pays. Allez à l'intérieur, vous allez voir que Mokambo, Sakania et Kasumbalesa, la route s'est bétonnée. Quand vous regardez la route Kasenga, c'est bétonné. Quand vous regardez toutes les routes, par exemple, la plupart des routes de Lubumbashi. Aujourd'hui, Kalambambouji, c'est une réalité. Aller en Boujima, ce n'est pas un Boujima d'hier. Il a fallu tout simplement à l'approche de la campagne électorale que notre confrère Litsiani soit sous-traité par Madame la première dame, la distinguée première dame Denise Nyakeru, pour nous récolter quelques écoles qui ont été construites, pour nous filmer et nous présenter les centres de santé qui ont été construits. Malheureusement, vous êtes né en ville. Vous ne savez pas quelle est la valeur que nous, villageois, quand un bâtiment sort de la terre en matériaux durables. Il y a des enfants dans ce pays qui n'ont jamais vu des tôles. Qui étudient à même le sol. Qui étudient à même les sols. Mais il y a des écoles modernes qui ont été construites. Comment le président de la République peut dire qu'on soit encore patient alors qu'il y a des choses qui ont déjà été faites? Il pouvait dire, nous avons déjà fait un pas. Ce qui reste, nous sommes en train de le préparer au lieu de présenter même son cabinet. Aujourd'hui, cher ami, peut-être pour sa deuxième mandature, son deuxième mandat, il y a lieu de relever que le pays est aux arrêts. Le gouvernement paraît suspendu. Parce qu'il n'y a aucune action de grande envergure qui a été menée depuis le 20 février jusqu'à aujourd'hui. Et même quand vous regardez dans la communication du gouvernement, le président communique seul. C'est pourquoi il y a des erreurs. Le chef de l'État justifie ses retards. Selon lui, il y a beaucoup de contraintes politiques qui ne permettent pas que le gouvernement, tout de suite investi, se mette au travail. Cher Gédéon, j'ai fait une tribune qui a été justifiée dans mon éditorial coup de gueule. Je l'ai fait, les gens ont interprété de leur manière, je m'en fiche. Je vis dans la résilience, je suis né sur la natte et je peux grandir sur la natte, ce n'est pas un problème. Mes enfants peuvent dormir sur la natte, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, j'en ai appelé à la conscience du président de la République. Je lui ai dit, dans ce pays ici, je vous donne un cas le tout récent qui a été vécu pendant le FCC Cash ici. Kimbuta et Jantini Ngobila se sont rentrés dedans sur les crédits qui ont été pris dans certaines banques. Il y a eu une guéguerre dans les médias. Le PPRD les a appelés, il les a fait asseoir. Et cette affaire-là s'est tue. Certains problèmes entre membres de la famille du président de la République ont été traités à Kingakati. Et les gens vont jusqu'à même à dire que Kabila a giflé ses collaborateurs. Notamment comment il s'appelle, Baba Bassoué, il l'a témoigné. Comment le président de la République? Vous avez le pouvoir que vous confère la Constitution en son article 69, garant du bon fonctionnement des institutions. Comment ces institutions ici peuvent souffrir des caprices des individus? Et vous êtes là, vous laissez faire. C'est que moi je crains, cher ami, qu'on ne nous dise pas demain qu'il n'y avait pas de mauvaises troupes, qu'il n'y avait que de mauvais chefs. Parce que le chef va répondre seul. Et je vous assure, heureusement aujourd'hui, on dit les paroles s'envolent, les paroles ne s'envolent plus. Votre émission restera dans les réseaux sociaux, ça restera sur Google, on pourra télécharger ça. Moi j'ai peur. Regardez le silence de tous ces alliés. Quand il y a blocage. Regardez le silence de Bahati. Regardez le silence de Kamere. Regardez le silence de Mbemba. Regardez le silence... C'est un silence complice? Mais c'est un silence qui veut que ça brûle dans sa famille politique, plus principalement dans son parti politique UDPS, pour qu'eux en profitent demain. Et je vous promets que ces gens vont faire ce que Katumbi a fait à Kabila en 2015. Donc à l'approche de la fin du mandat, toutes ces personnes ici vont démissionner et charger le président seul. Je vous donne un exemple. Dernièrement ici, le problème de la chute de quoi ici? Est-ce que c'est au présidium d'organiser ce qui se passe dans la famille politique du chef de l'État ou au président de le faire?
Mais il est l'autorité, on n'appelle plus l'autorité morale. Il est l'autorité de référence. Pourquoi est-il de l'union sacrée? L'autorité de référence de l'union sacrée. Qu'est-ce qui l'empêche d'appeler ces gens et imposer, s'il y a lieu, un dictat qui soit au profit de la population, comme il dit, la loi suprême pour lui, c'est le salut du peuple. Alors, si la loi suprême pour lui, c'est le salut du peuple, pourquoi ne pas demander, oh bon, monsieur Sama, laissez à Idrissa, monsieur Idrissa, laissez à Munkambakadia Tanzem. Comment il ne peut pas les appeler comme pères de la nation, comme garants du bon fonctionnement des institutions, et laisser que les gens puissent se déchirer? Mais qui répondra de ça? Ce ne seront pas eux. Je disais ici, vous savez, dans le gouvernement de l'Union sacrée ici, quand il s'est rallié à Katumbi et à Mbemba, qu'est-ce que Katumbi a dit pendant la campagne ou avant? Il dit qu'il répondra seul. Et pourtant, il avait 5 ministres de Katumbi qui avaient même... N'ont-ils pas littéralement raison? Pas du tout. D'ailleurs, le chef de l'État est irresponsable. Devant le Parlement? Oui. Mais il est irresponsable. Il est responsable devant le peuple. Il est responsable devant le peuple parce que c'est le seul qui a été élu au suffrage universel direct. Mais s'il maîtrise cette donne-là, nous avons besoin quand même de garder... Pas le seul, il y a aussi le député. Non, les députés, c'est sur toutes les... Bon, bien plus que les députés. Lui, il est élu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors que les députés, c'est dans des circonscriptions électorales bien déterminées. Donc, ici, il y a un problème que lui met en tête. Il répondra seul. Et il a le devoir et l'obligation de maintenir la mémoire de son père, son mentor. Il a l'obligation. Quand on ne sait pas, Joël Cadet, quand on ne sait pas sanctionner, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce désordre vous profite. Mais écoutez, vous savez, nous l'avions dit pour Kabila. Je vais vous donner. Nous avons dit à Kabila, créez votre propre classe politique. Prenez les jeunes. Débarrassez-vous, trouvez un mécanisme pour vous débarrasser davantage des moboutistes que vous avez trouvés au pouvoir. Mais Kabila s'est débarrassé des amis de son père pour remettre encore les moboutistes autour de lui. La conséquence, tous quand il y a eu difficulté, quand il y a eu désordre au niveau, quand il y a eu changement de la majorité au Parlement, tous ont rejoint Tshisekedi. Mais qui sont restés fidèles et loyaux à Kabila? Ce sont les Yannick Tshisola, qu'il a recruté en dernière minute et qui n'ont même pas eu de grandes responsabilités. Henri Magie, c'est Jean-Pierre Kaembe. Et je peux vous en citer autant. Mais ce n'est qu'un journaliste. Vous ne pouvez pas les citer comme étant politiques. Non, nous les connaissons. Mais s'il avait fait de Jean-Pierre Kaembe son porte-parole, ou s'il avait fait de Jean-Pierre Kaembe, à l'époque, ministre de la communication et des médias, Jean-Pierre ne l'aurait jamais quitté. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre a? Laissez-moi parler de lui parce que c'est le seul dont je puis parler et il ne peut rien me faire parce que c'est mon frère. Mais s'il l'avait nommé, par exemple, quelqu'un comme Pius Romain Roland, ce sont des gens qui lui sont restés fidèles et loyaux jusqu'aujourd'hui. Ils continuent encore. Ils ont traversé la tempête. Non, mais écoute, ils vous souffrent pendant cette période. Mais tous ceux à qui Kabila a fait du bien, que Kabila a nommé comme ministre, que Kabila a nommé comme PDG, tous, ils sont Émile Ngoï et en France. Et aujourd'hui, Bahati, ils sont au pouvoir. C'était la ceinture la plus proche de Kabila. Kamere est là, au pouvoir. Vous avez Sama Lukonde qui a été ministre des Sports. Il est là au pouvoir. Et tous les restes, ils ont rejoint Tshisekedi. Donc, c'est pour vous dire, si aussi Félix ne fait pas attention, il restera seul. Et, vous savez, les gens risquent de croire comme ils les chuchotent entre eux, que non, c'est Maman Marthe, c'est Maman Denise qui lui propose les gens au gouvernement, Kabouya ne fait rien. Ah, ça sera très très dangereux. Merci beaucoup Joël Cadet. En tout cas, le chef de l'État est revenu sur des questions assez importantes. On va prendre un de ces extraits lors de son interview accordée à nos confrères de Top Congo et puis on va revenir sur ce plateau pour voir ce qu'en pense Joël Cadet. On prend cet extrait sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils
Ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté l'élection et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. Voilà, le chef de l'État parle de ce partenaire où il semble être essoufflé. Il manifeste, il fait preuve de sa bonne foi qu'il a pu manifester en tendant la main ou en essayant de rapprocher les autres. Et pour lui, ce sont les compatriotes congolais qui ne veulent pas l'accompagner. Votre réaction? Le vrai problème, il faudrait définir chacun d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait. Commençons par Katumbi, qu'il a traité de... Là, les mots là, je ne peux pas le prononcer. Katumbi, en 2018, avait été préparé pour la révision du code minier, pour lequel, je puis dire, Kabila a été sanctionné. Le code minier qui a rapporté beaucoup de bénéfices au pays. Tout à fait. Et c'était 2 ans après, on révise la Constitution, lui et Mbemba rentrent dans la course. Comme on pouvait se servir pendant les 2 ans-là, de celui que Lambert Mende a appelé une souris naine. Et il ne peut pas tendre la main à Tshisekedi. Il ne peut pas. Et chez nous, on ne fait pas la politique par conviction. Chez nous, on fait la politique pour le gain hic et nunc. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça veut dire, je suis au pouvoir, je gagne aujourd'hui, je mets en sécurité mes enfants. Voyez-vous quand quelqu'un est élevé en dignité? Je vous donne un cas. Bon, il y a des exceptions. Dès que quelqu'un est nommé ministre, où se trouve sa famille? En Europe, en Chine. Et il reste seul ici, il cherche une vice-maman et la vie continue. Ça veut dire qu'on fait la politique du ventre. Et lorsqu'on fait la politique du ventre, du médiatété, il n'y a pas moyen d'aller au-delà. C'est pourquoi vous avez vu Fayoulou. Le problème, c'est que je me suis toujours dit, si après le coup du 15, du 12 et du 15 janvier 2015, si le vieux est resté normal, la balle qui lui a été tirée dans la tête, et vous avez vu comment sa tête avait gonflé. Parce que le vieux n'est plus cohérent. Vous savez, Fayoulou, c'est parmi... C'est pas vrai. Je vous dis, Fayoulou, c'est parmi les intelligences qui, lorsqu'elle parlait, vous sentez la cohérence, vous sentez le développement des idées. Grise. Il vous enrichit quand on lui parle. Mais aujourd'hui, quand Fayoulou parle, il est dans des histoires terre à terre. Est-ce que ce n'est pas par intérêt, comme vous avez essayé de le dire, et on ne fait plus la politique par conviction? Oui, c'est ça le vrai problème. Kabila ne peut jamais pardonner à Tshisekedi. Et Tshisekedi l'a dit que Kabila a été le patron du M23. Tshisekedi l'a dit aujourd'hui. Mais moi, je le dis l'Alliance Fleuve Congo. Moi, je le dis en 2012. Moi, je le dis en 2013. Et qui me l'a confié? Paix à son âme. C'était la 3e personnalité du M23. L'honorable Choko Tchembo. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et Kabila l'avait fait arrêter ici. C'est lui qui me dit, et même quand il était en Ouganda, moi je parlais avec lui. C'est lui qui me dit, le président du M23 se trouve à Kinshasa. Donc il suffit que lui signe encore les accords ici. Les gens disent que Kabila a fini la guerre du M23, ainsi de suite. Non, Kabila n'a jamais fini la guerre du M23. Si c'est Kabila le vrai instigateur de la rébellion du M23, maintenant ce n'est plus M23, on les lie maintenant à l'Alliance Fleuve Congo de Corne Nanga. Qu'est-ce que la délégation du M23 était venue faire à Kinshasa? Non, vous savez, au départ, Tshisekedi l'a même déjà dit, il se présente très souvent comme
comme un faux lâche. Il se montre lâche alors qu'il sait ce qu'il prépare comme coup. Qui se montre lâche? Tu sais ce qu'il dit? C'est un faux lâche. Donc il se montre comme si il joue votre jeu jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous allez découvrir qu'il n'est pas ce que vous pensez Alors qu'il est. c'était quoi l'objet de leur présence à Kinshasa? Mais l'objet de leur présence était... Parce il avait cru que... même on y allait dire dans un élément sonore qui avait fait le tour de réseau. Bon, je ne sais pas donner crédit à ça parce que personnellement, je ne les avais pas vus. Mais au départ, là, ils étaient reçus par le ministre de l'Intérieur. Oui, l'entourage de Tshisekedi croyait en leur bonne foi. Ils pensaient qu'on pouvait mettre fin à la guerre, mais les conditions qu'ils ont posées, qu'ils puissent assurer la ceinture très proche de Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on les intègre dans la garde républicaine, là, on allait retourner dans ce que Mzee Laurent Désiré Kabila avait fait. Il se débarrasse des Rwandais, mais il garde la garde rapprochée de Massassou, qui avait encore des relations avec le Rwanda. Alors, il négociait avec Tshisekedi sur base de quoi? Parce que la milice ou le groupe armé appartenait, ou appartient, selon vos dires, au Raïs Joseph Kabila. Oui, mais il ne le savait pas. C'est maintenant qu'il a les informations. C'est là où j'en appelle à la justice militaire. C'est maintenant là pour que les choses soient sérieuses. Parce que c'est lui qui affirme. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Joël Cadet qui le disait en 2012, qui le disait en 2013. Et même quand vous avez vu en 2012-2011, c'est parce qu'on croyait que Tshisekedi... Donc le chef de l'État a des preuves de ces allégations. Tout à fait. Moi, je l'ai dit en 2011. Parce que lorsqu'il y a eu les élections de 2011, en effet... Vous basant sur quoi? Vous basant sur le témoignage d'un Quidam? Non seulement un Quidam. C'était la personnalité. La troisième personnalité, c'était lui qui était le négociateur. Bissimwa, il y avait lui, Bissimwa, et Makenga du côté juridique, et sur le plan politique, juridique, c'était lui. Donc vous fiez au témoignage d'un diable? Non seulement c'était un député national qui avait laissé le poste de PCA ici pour rejoindre la rébellion, mais ce n'était pas n'importe qui. Et donc, lui-même savait, et c'est pourquoi, comme c'était un homme aussi au cou raide, il ne pouvait pas se soumettre à tous les dictats. Et pourquoi Kalev l'a fait arrêter ici? C'est parce qu'il avait presque trahi la ligne imposée par Joseph Kabila. Lui, vous savez, à un moment donné, quand le sang congolais s'est réveillé en vous, comme on dit à Kinshasa, Makila et Gangi, en tout cas, pour tout Congolais né de père et de mère, ça bouillonne, et puis vous pouvez... En interprétant cette vidéo, on a la nette impression, pour le chef de l'État, l'enfer, c'est les autres, et non lui. S'il vous plaît, j'aimerais revenir sur 2011. 2011, pourquoi on a ressuscité? Ce sont les Makenga, les Tanganda qui ont voté Kabila qui avaient fait le bourrage des urnes au Kivu. Alors leur objectif, c'était créer ça au cas où les choses pouvaient basculer à Kinshasa. Et ils allaient maintenir le même élan. Oui, j'ai dit ceci en tant que politologue. On dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Je crois que c'est là où j'en appelle à la conscience du président de la République. Et même quand il parle de... Il a encore confiance aux Américains. Les Américains ne nous apporteront rien. Cette guerre a été créée. C'est ce que je dis. Pour lui, l'enfer, c'est les autres. Et là où j'en appelle à sa responsabilité. Parce que la guerre est décidée, c'est depuis 1980 que les Américains ont décidé de balkaniser la RDC. Bien avant Kabila. C'est-à-dire, quand on demande à Mobutu d'aider Museveni à prendre le pouvoir à Kampala en 1987, quand Museveni prend le pouvoir, il l'a pris avec les Rwandais, avec la bénédiction et le soutien de Mobutu. C'était les Rwandais qui étaient tout autour. En 1990, les éléments et la majorité de l'armée ougandaise étaient constitués des Rwandais. Les gens ne savent pas cette réalité. J'ai traité de ça comme mon sujet de fin d'études en relations internationales en 2001. Alors, les Ougandais se plaignent du trop plein de Rwandais au sein de l'armée ougandaise. Et c'est comme ça, Museveni va décider avec le général Obed et les Kagame pour les aider à prendre le pouvoir à Kigali. Et quand il prend le pouvoir à Kigali, l'objectif maintenant c'était balkaniser la RDC. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand ils arrivent à Goma, Ngandou Kisase, qui était l'un des membres influents de l'AFDEL, il trouve que les militaires congolais ne se battent plus. Il demande à Mzee Laurent Désiré Kabila que les Rwandais rentrent. C'est comme ça qu'on va l'abattre. Mais où est-ce que Mzee va signer son arrêt de mort? On arrive à Kisangani.
Bill Richardson, l'envoyé spécial des États-Unis ici à Kinshasa, il négocie avec Mobutu pour dire la guerre s'arrête à Kisangani. Donc on ne va pas arriver à Kinshasa. Et il va pour voir Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il lui dit la guerre s'arrête ici. Or, Mouzé avait déjà découvert que l'armée zaïroise ne se battait pas. Alors, comme il savait que l'opinion occidentale compte beaucoup, il va pousser Bill Richardson à la faute. Il dit non, je vais vous répondre à cette question quand nous serons au stade. Et quand ils arrivent au stade, ils demandent à la population, voulez-vous qu'on arrête ici ou bien qu'on continue? Carlo, quelle est la morale par rapport à tout ça? Laissez-moi chuter. Par rapport au sujet dont on parle. Oui, laissez-moi chuter. C'est quand ils arrivent au niveau maintenant de Kisangani. C'est pourquoi, si vous avez une bonne mémoire, Kengo disait Kisangani ne tombera jamais. Parce qu'il y avait déjà cet accord-là. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila va dire niet, on continue jusqu'à Kinshasa parce que l'armée zaïroise ne se bat pas. Alors, c'est pour revenir à ce que je disais au chef de l'État, que la guerre, c'est Bill Clinton qui est vivant, son épouse, Bill Clinton, qui sont tous vivants. Il dit que voilà, la communauté internationale nous a laissés, nous a abandonnés à notre propre sort. Papa, nous avons les alliés. Le monde est en train d'être... Le monde est dans une sorte de reconfiguration. Nous ne pouvons pas rester avec les mêmes alliés. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans la mesure où ces alliés-là nous ont montré leur image. Le chef de l'État n'a qu'un... C'est unique et dernier mandat qui lui reste. Il n'a qu'à réfléchir comment est-ce que, nous pouvons trouver de nouveaux alliés. Nous avons la Chine, nous avons l'ex-Union soviétique, la Russie, nous avons la Turquie. Alors comment on peut réfléchir quand on reste dans cette rhétorique d'accuser les autres comme étant le malheur ou le mal congolais? Et aujourd'hui, on lit Kabila à ce qui se passe dans l'Est, la partie orientale du pays. Et quelle raison aurait Kabila de créer une insurrection? Pour qu'il revienne au pouvoir. Parce qu'il a donné... Parce qu'il peut le revenir. Oui. Parce qu'il peut revenir encore au pouvoir, d'après ces temps constitutionnalistes. Non, c'est pourquoi, oui, il peut revenir. Mon cher ami, si on fait un coup d'État... Et avant, il avait quelle raison? Quelles étaient ses raisons pour avoir... Mais il pensait manipuler Tshisekedi, il pensait qu'il pouvait bien le manipuler, mais en fin de compte, comme Tshisekedi s'était montré au départ comme lâche, un faux lâche, et il pensait qu'il pouvait les manipuler. Là, ça va, je dis avant le pouvoir. Oui. Il a eu à diriger. Non, mais il a eu à diriger. Mais... Quelle raison il aurait à diriger les M23 pendant qu'il est au pouvoir et après? Non, mais il le fait, c'est pour les intérêts rwandais. Qu'est-ce que vous l'insinuez par durant tous les mandats de Joseph Kabila, je ne l'ai jamais vu rire ici au Congo. Il n'a ri qu'à la toute dernière conférence de presse qu'il a organisée avec les journalistes pour dire au revoir. Mais Kabila ne riait bien. Mais au moins les nôtres sont allés danser. Lorsqu'il était très bien en Ouganda ou bien au Rwanda avec Kagame ou bien avec Museveni. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Donc il le faisait pour les intérêts rwandais. Ouais. Vous êtes sérieux? Je suis très très sérieux. Je suis très sérieux. Les mixages, les brassages et consorts ont été faits pour permettre au Rwanda de filtrer notre armée congolaise parce que Kabila avait 4 missions. Si vous voulez, je peux y aller vite. Merci beaucoup. On va passer à autre chose. Non, mais j'étais au niveau des solutions. J'ai proposé au chef de l'État... Très rapidement, en quelques J'ai proposé au chef de l'État la première hypothèse. On change les alliés. La Russie nous attend. La Russie aide le Mali. Elle aide aujourd'hui la Guinée. Elle aide également le Burkina Faso. Deuxième hypothèse, c'est nous qui avons mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons des ingénieurs dans notre pays. Nous en avons autant. Et même ceux qui ont acquis d'autres nationalités. On peut faire appel à eux. C'est notre Chinkolobwe, c'est notre uranium, ce sont nos minéraux qui fabriquent les bombes de l'Iran et ainsi de suite. Nous pouvons mettre au profit nos ingénieurs, nos techniciens pour fabriquer les armes ici. Donc on n'attend pas que la communauté internationale va nous aider. Moi, le fait de dire là, non, on nous a imposé le cessez-le-feu, et ainsi de suite. Mais le cessez-le-feu là, c'est où? C'est sur le sol congolais. Merci beaucoup. On prend encore cet autre extrait du chef de l'État. On se pose la question, comment le chef de l'État, comment Kinshasa comptait-il éradiquer ou mettre fin à l'avancée des troupes rwandaises sur le sol congolais? La réponse est dans cet élément. Regardez. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais,
tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Et c'est ça le problème. Le chef de l'État a été on ne peut plus clair dans cette intervention. Il ferme la porte à toute négociation possible avec le groupe rebelle M23 Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Et donc la diplomatie est mise de côté. Et l'option militaire entre-temps n'a jamais été envisagée. Alors Joël Cadet, par quels moyens on compte en finir avec l'insécurité dans l'Est ou en éradiquer, en finir avec tous les groupes armés? Bon, d'abord, on ne peut pas dire jamais, jamais. Bon, c'est la parole du chef de l'État. Parce que même en cas de victoire ou de défaite, la table de négociation, il y a l'amnistie. Parce que ces gens doivent se rendre. Par mieux, je sais qu'il y a peu de Congolais, mais ils devraient soit être réintégrés. Vous les avez dénombrés pour dire qu'il y a peu de Congolais? Il y en a peu. Il y en a peu. D'après quelles statistiques? D'après le rapport des Nations Unies qui a été présenté dernièrement, vous l'avez suivi, j'espère, qui a établi qu'il y a 4000 hommes des troupes rwandais qui sont aux côtés du M23. Et qui a fait venir le Rwandais chez nous? Ce n'est pas encore la diplomatie agissante? Les Rwandais et les Ougandais qui sont sur notre territoire. En tout cas, et je n'aimerais pas entrer dans cette polémique-là, j'aimerais répondre à votre question relative à comment résoudre le problème. Je vous ai dit, pour l'instant, nous avons besoin de changer les alliés. En tout cas, comptez sur l'Union européenne, comptez sur les États-Unis d'Amérique, comptez sur la Grande-Bretagne qui ont initié cette guerre
En tout cas, nous sommes Nous devons nous foutus. tourner vers le bloc En tout cas, oriental. on maintient les rapports avec eux, mais vous avez vu, en Guinée, ils viennent de partir aujourd'hui. Ils sont partis. Et il ne reste que les troupes italiennes, 200 hommes de troupes. Donc, nous pouvons nous tourner. Le chef de l'État n'a plus de choix. Alors la question, c'est que la gouvernance sécuritaire dans notre pays, ce n'est pas une question qui est prise avec beaucoup de sérieux. On n'est pas pris avec beaucoup de sérieux, non, parce qu'il y a des gens qui meurent, donc on ne peut pas croire que ceux qui s'occupent de la sécurité... Vous savez, nous avons une armée lourdement infiltrée, lourdement à la suite des brassages, ainsi de Ce suite. discours ne commence pas aujourd'hui, ce discours date. Qu'est-ce que vous attendez Mais parce que c'était... pour le débusquer, les estirper de l'armée? J'ai peur que vous puissiez couper, vous puissiez ciseler l'émission, mais je vous dis que c'était l'émission de Joseph Kabila. Et il a réussi. Là, encore lui, hein. Ouais. Encore lui. Oui. On voit son nom partout. Oui, c'est pourquoi je disais que la deuxième option que le président de la République peut lever, c'est en toute discrétion. J'avais aimé quand Jean-Pierre Bemba était là, il y avait déjà une usine mise en place pour la fabrication des munitions au niveau de l'ICASI. Et à l'époque de Musée aussi avait entrepris cette démarche-là. Je crois qu'on peut envisager cette démarche, mais que le chef de l'État s'isole un peu de tous ceux à qui il est vraiment très proche, de telle sorte que on réussisse le coup. En dehors de nous, que nous prenions nous-mêmes en charge, donc il n'y aura pas de solution ailleurs. Donc c'est Kabila qui bloque le land de développement du pays, et alors il est encore lié à des groupes armés. Qu'est-ce que Kinshasa attend pour l'arrêter? Ou pour arrêter sa famille? Il appartient. Son épouse est là. Comme on a fait avec le procès Corneille Nangaa, on a arrêté son oncle parce qu'il porte le nom de Corneille Nangaa. Non, ça, il revient à la justice de mener les enquêtes, d'établir les responsabilités. À ce stade, il faut encore mener des enquêtes parce que ça sort de la bouche du magistrat suprême. Mais maintenant, il revient à l'auditeur militaire. Hein, à l'auditeur militaire d'engager les poursuites contre Kabila. Est-ce que tout ceci c'est fait sérieux? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre, si c'est sérieux, si ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, Joël Cadet. Un mot par rapport à la modification, changement de la Constitution. Le chef de l'État semblait donner sa position. Eh bien, il sera question de la modification de la Constitution. C'est moi qui avais lancé le premier, je crois, ce débat sur la révision de la Constitution ou la modification de certaines dispositions. Vous savez, cette Constitution nous a été imposée de Liège. Et on a fait du copier-coller avec la Constitution française. Et ce qui pose problème. On s'inspire du droit français pour légiférer chez nous. Oui. On s'inspire du droit belge, et ainsi de suite. Ce qui ne s'adapte pas. Elle n'est pas adaptée aux réalités. Non. Quand vous savez pourquoi les provinces ne se sont pas développées. Quand les députés provinciaux, on ne paye pas, Kinshasa ne paye pas, parce qu'il n'y a pas de rétrocession. Kinshasa ne rétrocède pas. On ne sait pas prendre en charge les députés provinciaux. Qu'est-ce que les gouverneurs ont fait? Ils prennent l'argent destiné à l'investissement pour corrompre les députés provinciaux. Et quand le gouverneur ne le fait pas, on les défenestre. Et c'est tout ce que nous avons vécu. Par exemple, au Kasaï central, nous avons eu, pendant les premiers mandats de Joseph Kabila, nous avons eu 5 gouverneurs. Donc, vous commencez votre projet quinquennal, au milieu, on vous coupe, on fait remplacer Kabassou Babo, après Kabassou Babo, c'est quelqu'un d'autre qui vient, donc Kandé est parti. Comment est-ce qu'on va se concentrer? Et ces gens-là se sentent redevables à ceux qu'ils ont corrompus, mais pas au gouvernement central. Ça, c'est un des éléments. Des deux, nous avons des institutions budgétivores dans ce pays. Même le Sénat, au Sénégal, on a supprimé le Sénat. Voilà, aujourd'hui, à cause de cette tendance budgétivore de nos institutions, on bloque le pays. Et vous avez appris combien ça a été détourné pendant le bureau provisoire ici. Est-ce que le problème, c'est de dire que ces institutions sont budgétivores? Le problème, c'est de réduire sensiblement les trains de vie. Mais pour réduire le train de vie, elles peuvent exister, mais quand on réduit les trains de vie, eh bien, ça peut marcher. Non, mais vous avez la Constitution. Écoutez les institutions que nous avons. Vous avez le ministère des droits humains, d'un côté, et de l'autre côté, vous avez la Commission nationale des droits humains. CNDH. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous avez le ministère de la Communication et Médias. Et de l'autre côté, vous avez le CESAC. Mais pourquoi ne pas laisser le CESAC et supprimer le ministère de la Communication et Médias? Comme ça, le CESAC va réguler les médias. Non, ils n'ont pas même rôle.
Ils n'ont pas le même rôle. Mais pendant Mende suspendait les médias. Ça même c'est référé au CESAC. Vous avez le conseil, le conseil économique et social. Le ministère de la communication travaille sur le droit je connais la distinction. Mais le CESAC travaille sur le contenu. Dans certains pays, le ministère de la communication et des médias n'existe plus, chers confrères. Ça n'existe plus. On peut avoir porte-parole du gouvernement, il n'y a plus de ministère de communication et médias. Et ça, c'est le combat d'ailleurs que je vais bientôt commencer. Pour qu'on supprime définitivement ce ministère-là, qu'on reste avec le CESAC. Et c'est ce qui sera géré par le CESAC. Oui, vous avez le Conseil économique et social. Dites-moi, quel apport le Conseil économique et social nous apporte dans ce pays? Et même la CENI ici, à un moment donné, il faudrait réfléchir pour trouver un mécanisme pour que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Donc, non seulement ça, mais nous avons aujourd'hui là les conseillers communaux. Alors, si vous parlez de ça, on parlera aussi de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes. On peut aller ça revient au même. Non, avec le ministère de la Communication et les CESAC. On peut aller plus loin que ça, chers confrères. On peut aller plus loin que ça. Quand vous avez, par exemple, pour que le chef de l'État nomme le Premier ministre, donc on doit d'abord identifier la majorité parlementaire. Or, nous avons 900 partis politiques ou 1000 partis politiques. On doit consulter toutes ces personnes ici. Bon, est-ce que ça peut prendre un mois? 9 ici. Pas du tout. Non, mais écoutez, c'est pourquoi il faut qu'on sépare les élections présidentielles des élections législatives. Comme ça, si les élections sont organisées au milieu, le chef de l'État est nommé, il nomme le Premier ministre et on avance. Merci mais beaucoup. Si on doit consulter d'abord, il y a un informateur dont le mandat peut être renouvelé une fois de 30 jours. Vous avez la Première ministre qui arrive aussi, qui doit aussi consulter. Vous voyez un peu toutes ces gymnastiques-là. C'était une grande première ici chez nous avec le gouvernement Sumi-Moi, la Première ministre qui a aussi fait des consultations. Eh bien, sous Mouzito, sous Matata, on n'a pas connu ça. Si, on en a connu. Sous Sam, on n'a pas connu ça. Si, on en a connu. Kabila est élu pour le second mandat le 28 novembre. Il a prêté serment, je crois, début janvier, si je ne me trompe pas. Vous avez encore besoin de vous rafraîchir. Je n'ai plus la date. Vous allez rechercher les dates. Mais c'est au mois de mars, c'est au mois de février qu'il a nommé Matata. C'est au mois de mars que le gouvernement Matata est sorti. Donc c'est pour vous dire que ça a été déjà fait. Le retard qu'on a pris. Mais le retard qu'on a connu ici, d'un gouvernement avec c'est là où je ne suis pas content avec le mutisme du président de la République. Il laisse ses alliés le distraire et tout ça c'est pour qu'il le charge plus tard. Est-ce que lui-même n'est pas un distributeur de la distraction publique? Je n'aimerais pas dire ça. Merci. On prend l'actualité. Hier, le militant de l'UDPS, deux camps opposés, ont pris d'assaut le temple de la démocratie, le palais du peuple, où il y avait dépôt de candidature de celui qui est pressenti au perchoir de la chambre haute du Parlement, Idrissa Mangala, dont le bilan a été merdique lors de son passage en tant que gouverneur de la province du Maniema. Comment ces discussions vont-elles se solder et comment l'UDPS compte gérer ou travailler avec ses partenaires? Est-ce que l'UDPS joue avec le feu? Bon, je crois qu'il y a un problème de distraction au sein de l'UDPS qui ne comprennent pas les enjeux. Entretenu par qui? Par les leaders qui se battent pour les postes. Parce qu'ils ne savent pas que ça peut être un jeu de leurs adversaires, les diviser pendant cette période ici, et eux sont dans la distraction, mais les autres s'organisent. Parce que même ceux qui sont venus, aujourd'hui par exemple, quand vous prenez mon frère Liao, il s'est organisé pour faire engager les gens de la dynamique Liao, et au nom qui sont les membres de l'UDPS. Pendant que les membres de l'UDPS sont sous les arbres. Et quand on leur a demandé l'emploi, ça m'a vraiment fait marrer. Ils se présentent comme combattants de la force du progrès. Or, si on avait donné ce ministère-là à un authentique UDPS... Alors, qui leur met ces idées? Parce que ce sont des personnes incultes, mais qui s'apprennent à la résidence de l'État. Je vous dis que... Visiblement, il y a quelqu'un qui leur met les idées. Je vous dis que parmi les membres de la force du progrès, il y a des intelligences. J'en connais autant.
Je connais des gens qui sont des licenciés, je connais des gens qui sont des médecins, je connais des gens qui sont des juristes. Mais le problème, c'est qu'il faudrait, je vais vous dire une chose, à Kinshasa, il n'y avait pas la culture de la machette. À moins que vous ciselez. Il n'y avait pas la culture de la machette. Mais il y a eu 2 anciens députés PPRD qui ont distribué les machettes dans cette ville, qui sont vivants. Pourquoi revenir toujours sur ça? Non, qui juste... Non, parce qu'il faudrait que je vous situe ce que l'on appelle aujourd'hui comme force du progrès. Où sont partis les bérets rouges? Tous les bérets rouges du PPRD. Ils sont dans la force du progrès. Se sont convertis en force du progrès, je vous dis. Avec la bénédiction de qui? Écoutez, l'UDPS, mais qui va le contrôler? Mais le problème, c'est qu'on... Tout cela, la responsabilité revient à l'État. C'est l'absence de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, roulez votre véhicule sur la ville et voyez comment se comportent les motards. Mais l'État n'est pas... L'État est absent. Surtout à Kinshasa, il y a l'absence totale de l'État. J'ai cru qu'avec... Bon, j'espère qu'avec mon frère Daniel Mbumba, qui a nommé notre confrère Israël Moutala comme directeur de cabinet, qu'on peut trouver, parce qu'avec Israël, on discutait de ces choses. Oui, c'est un directeur de cabinet. Oui, c'est un directeur de cabinet qui peut donner les idées, parce que la toute dernière discussion que nous avons eue avec lui, autour de crevaisons de pneus par les agents qui entouraient le président Kabound, il avait parlé qu'on trouve les solutions non ponctuelles, mais qu'on trouve des solutions structurelles. Je crois qu'on va trouver les solutions structurelles au problème de la force du progrès. Alors, à qui profitent ces désordres organisés au sein de l'UDPS qui risquent d'avoir un impact assez estimable, négligeable sur la vie des institutions? J'en ai déjà parlé aux alliés de Tshisekedi. Ça va profiter aux alliés de Tshisekedi, qui vont le charger par là. Cette situation laisserait un boulevard à Samalou Condé, enfin. Tout à fait. Et peut-être que ce n'est pas organisé aussi par les leaders de l'UDPS. Parce que la personne qu'ils ont sortie a des cadavres dans les placards. Hein? On dit qu'il est repris de la justice, celui qui aurait organisé la mort du président de la Ligue des jeunes de l'ensemble au Maniema, qu'il aurait violé, tout ça, je n'ai pas de preuves. Mais sinon, qu'on sorte quelqu'un comme ça, j'ai comme l'impression qu'on fait une passe en or à Samalou Condé. Peut-être que c'est organisé. Alors, la dernière vidéo de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, semble dire beaucoup sur ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple. On vous propose de regarder. Soyons prudents. L'adversaire va jouer sur nos divergences. L'adversaire va jouer sur nos divergences. Si vous ne vous rendez pas compte de la gravité de cette affaire, vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Tout le monde a les yeux braqués sur le Sénat. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas eu d'engouement. Hier, peut-être il n'y a pas eu d'engouement pour les dépôts. Mais aujourd'hui, vous-même, vous allez voir. Les adversaires risquent de créer même les incidents. Puisque tout le monde regarde l'IDPS. Qu'est-ce que l'IDPS va décider? Qu'est-ce que l'IDPS pense? Aidons le président de la République. Alors, pourquoi ne pas remettre de l'ordre au sein de la famille présidentielle avant les enjeux au niveau du Sénat? C'est pourquoi moi, j'ai chargé le président de la République, c'est lui l'autorité des références de l'UDPS. Je vous ai donné des exemples ici qu'à l'époque, il a appelé ces gens, quand ils sont en contradiction, il les appelait. Vous avez déjà entendu qu'il y a eu des primaires en 2006 pour désigner Kamere au pêcheur de l'Assemblée nationale? Quand Kamere est parti, vous avez entendu qu'on a discuté pour la désignation de Bochab, vous avez entendu qu'on a discuté pour la désignation de Minakou? Non. Vous avez entendu qu'on a discuté pour la désignation de Mabunda? Non.
Le chef de l'État doit savoir que c'est lui, je le répète, qui a été élu au suffrage universel direct sur toute l'étendue de la RDC. C'est lui qui va répondre seul. Alors, lorsqu'il laisse ces gens dans la distraction, ça va retomber sur lui. C'est tout ce que j'ai dit, chers confrères. Parce que aussi longtemps qu'il laisse sa maison brûler, il parle, j'ai entendu, il a dit non, ça fait partie, je crois, de la dynamique démocratique. Le mot ne me vient pas. Bon, ça, il en va de sa responsabilité. Ça a toujours existé depuis longtemps. Non, mais à l'époque, on se battait, il l'a dit. Aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux. Oui, c'était dans les maisons. C'était au Nani, Moubake. Mais de manière ordonnée. Mais là, on n'est plus dans le cadre. Il y avait un cadre officiel ou un cadre qu'il faut où tous les linges sales se lavaient en famille. Mais il arrive des moments. Mais là, c'est jusqu'au palais du peuple. Non, mais il est tard qu'il rencontre Kabouya, qu'il rencontre Kabound, qu'il rencontre Mwadjanvita, qu'il rencontre le protagoniste, les BA et consorts. Pourquoi il ne peut pas les appeler à minuit, à 2 h du matin chez lui, et leur demander de se taire? Quand Kabouya dit que l'adversaire va jouer sur nos divergences, de qui parle-t-il et qu'est-ce que vous pensez? Mais ce sont et les alliés et les opposants, et les alliés de l'UDPS et les opposants. Et ils vont exploiter cela suffisamment et politiquement. On est en train de politiquer, non? Ils vont exploiter ça et c'est pour très bien. Donc les alliés et les opposants n'ont pas été bien servis? Non, les opposants, au moment de la campagne, ils vont, pendant cette distraction, ils sont dans la distraction, mais les alliés se préparent. Kamere organise son parti. Vous avez déjà vu tout l'entourage de Kamere, même dans la presse. Elle est organisée. Tous ceux de Joseph Kabila qui étaient avec lui, ils sont restés organisés, même en termes de la communication. La communication de Maman Olive, elle est la meilleure. Tous ceux qui étaient avec Katumbi, ils sont organisés, ils sont structurés. Mais regardez du côté des communicateurs du régime. Vous allez voir un groupe là-bas, communicateur du chef de l'État, communicateur privé, personnel du chef de l'État. Donc, il n'y a pas une structure, il n'y a pas échange À l'époque, vous allez vous rappeler que quand on parlait des communicateurs du PPRD, ils avaient un groupe WhatsApp où ils se partageaient les éléments de langage. Mais si chacun y va de sa propre manière. Vous avez vu le communicateur Maître Joël Kiteng, même menacé la police. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une structure. Donc, chacun tire de sa manière. Là où il peut trouver de l'arachide, là où il peut trouver un beignet, il mange et puis ça s'arrête là. Merci beaucoup. On va suivre cette situation de près. En tout cas, nos caméras seront braquées sur le Palais du Peuple dans le jour à venir pour voir ce qui entre Samalou Kondé ou Idrissa Mangala va l'emporter, bien sûr. Merci beaucoup. Vous revenez d'une situation un peu délicate avec la situation de votre arrestation, je rappelle. Alors, nous avons contribué pour votre peut-être relaxation. En tant que confrère, nous avons apporté notre contribution. Mais comment vous avez passé ces moments et c'était quoi la raison pour que vous puissiez en arriver là? Bon, je ne peux pas commenter une affaire en instruction. Toutefois, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour d'abord vous dire merci de la sympathie que j'ai reçue, particulièrement de votre maison et de tous les autres confrères, toutes les autres consoeurs qui ont fait réellement du bruit. Et la manifestation avait été organisée, la manifestation avait un assureur et qui d'ailleurs a été le premier à sauter sur l'occasion. Il y a eu des responsabilités à établir au niveau de la police qui nous a faussé sérieusement compagnie et on a déposé tout ça et on attend qu'on établisse les responsabilités. Mais sinon, l'assureur prend déjà en charge les quelques malades qui restaient dans les hôpitaux. Certains ont été libérés et les morts, chaque famille va organiser les obsèques avec le soutien et des Madjabou et de l'assureur. En ce qui me concerne, c'était un peu une sorte, une irrégularité qu'il faille corriger très vite parce que je n'ai pas vu ma responsabilité à l'instant. Bon, ils peuvent se justifier que c'était pour des raisons d'enquête, même pour des raisons d'enquête. On arrête quelqu'un dont la fuite est à craindre, quelqu'un dont on ne connaît pas l'adresse, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt ici. Ici, je viens d'être délibéré. Quelle était votre responsabilité dans ça? En tout cas, aucunement sur le plan pénal, aucune.
même sur le plan de la communication, quand vous communiquez pour l'événement, ça s'arrête là. Et il n'y avait... Est-ce que ce n'est pas le fait que vous avez essayé sur votre page Facebook de minimiser le nombre de morts qu'il y a eu ou les dégâts qui se seraient passés au stade de Martyrs? Là, vous êtes en train de me poser des questions comme magistrat. Je risque de violer le secret de l'instruction. En tout cas, oui, je disais que j'ai les intérêts à rester au Congo parce que je venais d'être délibéré samedi. J'ai un mémoire à défendre d'ici 4-5 jours sur l'exercice concomitant de poursuite contre un journaliste. Donc je ne peux pas fuir. Ma famille, elle est ici. Et j'ai une adresse connue. Donc j'ai une entreprise de presse qui est là. Donc il n'y avait pas de raison que le magistrat s'énerve. Bon, on connaît comment ça se passe. Mais est-ce sinon, que vous estimez qu'il y a des forces obscures qui essaient d'agir pour éteindre la lumière de Mahadjabou et de l'artiste? Tout ce qui est vrai que... Nous pouvons dire qu'on était au courant un peu bien avant du sabotage. Et le sabotage a commencé d'abord dans les réseaux sociaux. On a insulté le pasteur Roy. On l'a traité de tous les noms. On a insulté l'artiste Mike Kalambay. Donc, on pensait toujours que ça pouvait venir. C'est pourquoi on avait pris toutes les précautions possibles pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Malheureusement, le Seigneur nous a surpris. Et pour moi, en tant que serviteur de Dieu, tout ce que je puis dire, c'est bénir Dieu. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et il nous a privé la gloire. Et la gloire lui revient. Peut-être avec la réussite de ces concerts, nous allions, Pasteur Roy, Mike Kalambay, aller se croire déjà au top. Et Dieu les a brisés. Dieu les a réduits pour que son nom, à lui seul, soit élevé. On a adoré le Seigneur, on a prêché le Seigneur, les gens ont donné leur vie au Seigneur. Je crois que si peut-être c'était une réussite sans conséquences néfastes que nous déplorons maintenant, en tout cas on allait dire Mahadjabou, on a gagné, on est maintenant au top, l'orgueil allait s'agrandir, et comme le Seigneur veut que lui seul, que la gloire lui revienne, il est jaloux de sa gloire, je crois qu'il a fait pour que la gloire lui revienne à lui et que ses serviteurs puissent encore davantage le chercher, puissent encore davantage rentrer à ses pieds pour lui rendre gloire et s'occuper du reste. Je sais, c'est tout ce que je puis interpréter de cet événement. Le Seigneur est jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. Donc il a voulu prendre toute sa gloire et nous le bénissons pour ça. Un concert mémorable qui restera dans les annales de l'histoire de la musique gospel en République démocratique du Congo. Je me réserve de poser d'autres questions parce qu'on dit que Mahadjabou, c'est la plus grande organisation. On n'a jamais vu pareil, que ce soit quand il s'agit des compétitions Mahadjabou Talent et autres. Mais comment expliquer qu'à ce niveau-là, un rendez-vous préparé depuis des années, que l'organisation soit aussi de ce genre-là? Vous me poussez toujours à violer le secret de l'instruction. Je ne saurais pas tomber dans ça, cher confrère. Alors, je ne vais pas quand même... Un mot. Non, je ne vais pas trahir. On vous le concède. Je ne vais pas trahir quand même mes enseignants. Je ne vais pas trahir le professeur Taylor Lubanga ici. Tout à fait. Je préfère quand même leur montrer que j'ai appris. Et si vous m'avez coté, si vous m'avez accordé une grande distinction, c'est avec raison. Donc je ne vais pas trahir. En tout cas, je ne peux pas violer le secret de l'instruction. Vous avez dit la défense, c'est samedi déjà. Vous êtes invités. Nous vous tiendrons informés. Merci beaucoup. Le tout dernier mot, c'est, j'en appelle, chers confrères, encore aujourd'hui, la responsabilité du président de la République. Il laisse son camp se rentrer dedans. Ça a été à Lingeti, Tony Moabaye, à Lingeti, Kazadi aujourd'hui. Mais au moins pour Kazadi, il s'est levé pour placer un mot parce que c'est son ami. Mais combien de personnes dont l'honneur a été jeté en pâture? Parce qu'il a dit que le ministre, l'ancien gentil national, son image a été jetée en pâture pour rien. Mais pourquoi ne s'est-il pas levé quand il s'est agi des Téni et lui n'a pas compris que c'est une stratégie mise en place pour fragiliser son parti politique. Une stratégie mise en place pour fragiliser ses lieutenants, dire que tous ceux de l'UDP ce sont des voleurs, mais il ne l'a pas compris, il le comprend en retard. Alors que l'honneur de ces gens a été déjà jeté en pâture. Je crois qu'il doit se lever. Est-ce que toutes les alertes de l'inspection générale des finances sont fausses? Papa, ça peut ne pas être faux, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais il ne revient pas
J'ai insisté ici, vous m'avez posé plusieurs questions sur Madjabou. Je vous ai dit que je ne peux pas commenter une instruction préjuridictionnelle. Alinguet, c'est un OPJ. Mais aujourd'hui, regardez, il a signé les contrats avec certains confrères. Il a signé les contrats avec certaines ONG de droits de l'homme pour qu'on ne l'attaque pas, pour qu'eux soient en train de dénoncer. Mais écoutez, seul le juge peut établir la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Seul le juge. Tout à fait. Et OPJ, il doit, quand il mène ses enquêtes, la première des choses qu'il peut faire, lorsqu'il y a des fautes de gestion, il donne conseil. Lorsqu'il y a des fautes vraiment infractionnelles, lorsqu'il y a des faits infractionnels, il va chez l'OMP. Il est sous les ordres de l'officier du ministère public. Mais non, lui se constitue déjà en juge, il se constitue en agent de l'ANER, donc il donne aux journalistes, et les journalistes ne respectent pas la vie privée des gens. Les journalistes violent le secret de l'instruction. Et parmi ces journalistes-là, il y en a même qui font le droit. Alors on se dit, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Parce que l'instruction préjuridictionnelle, elle est secrète, elle est inquisitoire, et puis elle est non contradictoire. Donc le magistrat peut commencer, comme il commence là, il m'a posé des questions. S'il a besoin de moi demain, il va encore m'appeler. Je vais encore répondre. Mais, vous êtes à la disposition de la justice? Oui, bon, mais au moins moi j'ai été déchargé de toute poursuite. Okay. Donc c'était une erreur, mais il fallait quand même une formalisation de la chose. Donc on ne peut pas. Maintenant là, les gens voleurs, les gens même organisent qu'on aille l'accueillir et tout ça, les voleurs de la République. Le père de quelqu'un, le mari des gens, le beau-père des gens. Non, à un moment donné. Alors, il y a bien des secteurs qu'il faut assainir dorénavant en République démocratique du Congo pour éviter que des gens soient vilipendés de cette façon. En tout cas, merci beaucoup de votre temps, de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, très cher confrère. En tout cas, l'émission est à consommer sans modération sur votre chaîne Politico RDC, car ici, nous forgeons votre point de vue et votre analyse en vous donnant ce qu'il y a de mieux à vos oreilles, avec beaucoup de détails. Et l'invité que nous avons reçu pour vous aujourd'hui, nous pensons qu'il a été à la hauteur et que vous allez bien l'apprécier. Je vous retrouve avec la dose de plaisir. Portez-vous bien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.